Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel et je suis vraiment honoré aujourd'hui de recevoir quelqu'un eh bien, que j'ai découvert il y a pas très longtemps, hein, je dois avouer aussi. Et il va nous parler notamment aujourd'hui de la langue des oiseaux. Alors c'est un sujet qu'on avait déjà évoqué sur la chaîne avec Pascal Boucher, je mettrai le lien en description comme d'habitude. C'était plutôt le côté alchimique, ici c'est on va dire un côté plus global, plus humaniste j'ai envie de dire, on va un petit peu y revenir. Donc c'est Luc Biget qui est docteur en sciences, en biochimie, il a fondé l'université du symbolisme, il a notamment écrit L'homme réunifié, et aussi le petit dictionnaire en langue des oiseaux dont on va parler justement aujourd'hui. Puis on reviendra un petit peu sur son actualité en fin de vidéo comme d'habitude. Et pour cela donc j'accueille Luc. Comment vas-tu? Bonjour. Bonjour Alexis. Ben, je vais bien, merci. Oui, alors c'est vrai qu'on pourrait commencer sur le tu vas bien, la signification, mais on va peut-être pas la faire ici parce que c'est un petit peu scatophile, hein. C'est vrai que quand on dit tu vas bien, c'est. Enfin, vous le savez, c'est ce que tu vas bien à Celle finalement. Oui, mais c'est intéressant justement dans la langue des oiseaux de réfléchir au tu et au vous, Ah, euh, parce qu'en fait, le le vous voit et le tutoie. C'est-à-dire, le vous permet de mieux voir l'autre parce qu'il y a cette distance en réalité et le respect en même temps dans le vous. Donc, ça permet de voir la nature de l'autre profondément. Et le tutoie, le tutoie, c'est-à-dire le tutoiement a tendance à tuer la distance. Donc, à tuer au fond une forme par une proximité en même temps qui peut être juste, mais si on est trop dans la proximité, on n'est plus dans la relation, parce que toute relation, en fait, a besoin d'une distance. Et ça, les électrons autour de leur noyau le savent bien. Hein. C'est-à-dire, s'ils sont trop proches, si l'électron est trop proche du noyau, ben, ça s'appelle, il fusionne, c'est-à-dire il tombe sur le noyau et ça fait une explosion. Et s'il est trop loin du noyau, ça fait un élément ionisé, c'est-à-dire il s'en va et le noyau va perdre son électron. Donc au fond, la matière nous le dit symboliquement, c'est-à-dire la juste relation qui permet de construire, puisque la matière permet de construire, est à une juste distance, c'est-à-dire entre le tutoiement et je pense que c'est le vouvoiement qui permet cette juste distance, comme son nom l'indique, hein, puisque le vouvoie. et je suis tout à fait d'accord avec toi ou avec vous. On va partir sur un tube. Bon. Et c'est vrai parce que déjà dans le travail, dans le monde moderne du travail, on va dire, depuis quelques années, le tutoiement, mais en tout cas en Belgique, je sais pas en France, sûrement que oui, on tutoie son patron. C'est quelque chose que j'ai eu toujours du mal, moi personnellement, hein. Petite parenthèse hein, rapide comme ça. Et c'est vrai qu'il y a ce côté, on veut rendre les choses euh, disons, plus proches, plus humaines, soi-disant. Et en somme, quelque part, on perd l'identité justement de je suis un employé et mon patron, c'est mon patron, en gros. Et ça m'a toujours gêné. On pourrait dire d'une ancienne école, c'est ce qu'on disait justement aux antennes. Mais n'empêche, il y a ce vouvoiement, comme tu viens d'expliquer, a une raison Oui, d'être. je dirais que c'est pas le même degré parce que le Ah. tutoiement cherche une forme de fraternité, mais dans la forme, alors que le vouvoiement crée une forme de fraternité dans la dimension de l'âme, en réalité. Donc, c'est pas du tout la même vibration. D'accord, ok. Merci d'avoir précisé ça parce que c'est vrai que c'est très important. Donc, c'est ce que je disais donc en petite introduction. Tu as écrit plusieurs bouquins, on y reviendra en fin d'émission. Et donc, justement, ce petit dictionnaire où tu cites justement, enfin, en tout cas, tu décris, tu décryptes plutôt les prénoms, quelques mots aussi également. Alors, tu disais dans une interview que j'ai un petit peu regardé, que tu disais que c'était pas forcément alchimique pour toi, le langage des oiseaux. Bah, oui, on dit que c'est alchimique. Alors, c'est vrai que les alchimistes cachaient leur message, cryptaient leur message, en fait, à travers la langue des oiseaux, pour des raisons de secret, mais aussi pour des raisons pour se protéger de l'Église. Hein. Mais au fond, si on regarde un peu plus, la langue fonctionne comme un symbole. C'est-à-dire les lettres de l'alphabet fonctionnent comme des symboles. Et donc, la langue, c'est une drôle de chose, en fait, hein, parce que elle est, bon, c'est vrai qu'il y a des règles grammaticales, mais en même temps, il y a plein d'exceptions. Or, la langue, et puis elle évolue au fil du temps. Donc, la langue fonctionne un petit peu comme un corps organique, en réalité, qui évolue, se transforme en fonction des besoins de l'esprit du temps, c'est-à-dire des besoins du moment. Même les formes des lettres a changé, en réalité.
Donc, on peut regarder d'une manière symbolique c'est quoi une lettre. Et le symbole fonctionne sur... Pour comprendre un symbole, il faut regarder deux choses. Il faut regarder à la fois la forme et la sonorité, c'est-à-dire l'image et la musique, si on remène dans notre monde. La forme, c'est l'aspect matière et la musique, c'est l'aspect esprit. Du reste, on l'a dans la langue elle-même, puisqu'on a les consonnes. Consonnes, ça veut dire qui sonnent avec, mais avec quoi? Avec les voyelles. Or, voyelle s'entend voix, I-L, c'est-à-dire voir la transcendance et son expression dans la sensibilité, c'est-à-dire par le féminin. Donc, la langue va fonctionner, si on le regarde d'une manière symbolique, comme une cathédrale sonore en réalité, où les consonnes sont ces pierres et les voyelles, c'est l'esprit qui va habiter ces pierres, c'est-à-dire c'est la transcendance qui va habiter l'habitacle. On peut le comprendre de manière plus précise encore si on regarde la physiologie du langage. C'est-à-dire, pour créer une consonne, il faut faire obstacle au souffle. Il faut mettre la langue à certains endroits pour faire un be, un se, un de. Et pour créer une voyelle, il faut laisser libre cours au souffle, etc. Donc, au fond, la physiologie dit la même chose, c'est-à-dire les voyelles, c'est l'expression directe du souffle, c'est-à-dire du pneuma, c'est-à-dire de l'esprit, et la consonne, c'est un mouvement d'obstacle qui va permettre le réfléchissement du souffle. Donc, au fond, c'est pour ça que le langage est une cathédrale sonore, c'est-à-dire on a à la fois les voyelles et les consonnes qui créent une espèce de magnificence du sens, c'est-à-dire qui produisent du sens justement, parce que on a une modulation entre la matière et l'esprit. On pourrait dire que certaines langues, en fait, ou toutes les langues finalement, quelque part, constituent l'humain, quelque part. Alors, oui, la langue constitue l'humain, même si les animaux ont des formes de sonorité aussi, hein, mais qui leur sont plus spécifiques. L'écriture, en tout cas, est spécifique à l'humain. Et donc, la mise en symbole des sonorités est spécifique à l'humain. Euh, Par contre, il y a différentes langues. Donc, on va aussi pouvoir se poser la question, pourquoi le français plus que notre langue? Alors, j'ai pas de réponse réelle, profonde à ça. Simplement, si on écoute la langue des oiseaux, le français dit c'est franc, donc il va dire les choses, et la pathologie, évidemment, ce sera le discours intellectuel superfétatoire qui tourne autour de la vérité sans être dans l'intensité du vrai lorsqu'on parle. La langue anglaise, elle est anglaise, donc c'est la langue de la glaise, autrement dit, c'est la langue des affaires aujourd'hui. Donc on peut voilà, réfléchir comme ça. Mais en même temps, je pense que chaque langue a son génie propre pour dire les choses en langue des oiseaux. Juste un exemple, si on prend par exemple le français comprendre, c'est quoi comprendre? Ben, comprendre, con, hein, le latin con qui veut dire avec. Donc c'est prendre avec soi. Donc tant qu'on n'a pas appris quelque chose avec soi, on n'a pas vraiment compris. Et l'anglais, c'est understand. Understand, c'est understand, se tenir en dessous. Donc, au fond, on a à peu près la même idée, c'est-à-dire pour comprendre, pour understand quelque chose, il faut se mettre en posture de le recevoir ou de le prendre avec soi. Mais on voit bien que la langue anglaise, ici, et la langue française, exprime la même chose, mais sous deux angles différents. Donc, voilà, chaque langue a son génie propre parce qu'elle a son histoire, sa culture, etc., son évolution, son moment présent. Mais au fond, les puissances archétypales, c'est-à-dire le monde du sens, cherchent toujours des moyens pour dire ce qu'il a à dire à travers l'apparence que l'on attribue aux mots. Autrement dit, si on écoute le murmure des mots, c'est-à-dire ce qu'ils essaient de nous dire au-delà de leur apparence conventionnelle et phénoménale, on a tout un univers de signification qui va s'ouvrir. On peut dire que la langue des oiseaux, c'est la manière dont l'inconscient essaie, ou le subconscient essaie de s'exprimer à travers le langage. Par-delà, évidemment, les règles conventionnelles de grammaire, etc. Oui, et de l'étymologie, etc. Et c'est vrai que je pense qu'on en fait de la langue des oiseaux quelque part sans le savoir tous les jours aussi. Alors il y en a qui jouent avec les mots aussi, hein, il y en a qui aiment ça, et c'est vrai que c'est un superbe exercice que de faire ça. Ça doit être Oui, alors, un jeu oui, je mets un peu en garde contre ça parce que super. on a, alors, jouer avec les mots, c'est une porte d'ouverture à ça. Mais lorsque ça devient un jeu mental,
on perd le souffle, on perd l'esprit. Donc, il y a une dimension sacrée dans le langage en réalité. D'ailleurs, les premières langues qui étaient écrites, il n'y avait pas d'espace entre les mots et elles n'étaient pas voyellisées. Autrement dit, c'est pour ça que les anciennes écritures sont très difficiles à comprendre, parce que on ne sait pas où faut mettre les coupures et il faut connaître le mot pour savoir où on met les voyelles. Or, en fait, les deux aspects du sacré, c'est-à-dire la voyelle dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qui est de voir la dimension de la transcendance, les cinq voyelles, les cinq souffles de Dieu, euh, et les espaces ne sont pas matérialisés. Autrement dit, les espaces, c'est quoi? C'est le vide. Or, en tout cas en français, et le vide, c'est l'anagramme de Dieu, puisque U et V étaient la même lettre en ancien français. Donc, au fond, si on regarde les anciennes langues, vues évidemment de la langue des oiseaux en français, on voit que il n'y a que la forme qui est transcrite, parce qu'au fond, qui sommes-nous pour transmettre l'ineffable dans l'écriture? Il n'y a que notre esprit qui véhicule l'esprit, qui peut connaître la place de l'ineffable dans l'écriture. Donc, du coup, dans les anciennes civilisation, la dimension symbolique primait sur la dimension pratique. Et ce qui est l'inverse dans notre vie actuelle, en réalité. Ok, Et oui. ce qui pose évidemment d'autres problèmes. Oui, et c'est bien là que je regrette parfois le langage, je le trouve moi personnellement parfois trop mécanique, comme un désengrenage qu'on ne peut pas absolument, disons, dissocier. Alors vous allez me dire, si on parle là-dedans, c'est foutu, mais on est parti pour des Alors, heures. pour que le langage, on peut regarder la chose suivante. Pour que le langage ne soit pas mécanique, il faut se souvenir de la physiologie du corps humain. C'est-à-dire, lorsqu'on parle, c'est l'air qui vient des poumons qui a été réchauffé par le cœur, qui est modulé par les mouvements de la langue et du souffle. Et donc, personne n'a jamais dit que la parole venait de la tête. Or, on a souvent une pensée qui vient de l'intellect et qui est en dehors de la rigueur physiologique, du symbolisme physiologique. Donc, une parole qui n'est pas mécanique est une parole qui est consciente que le souffle vient du cœur, c'est-à-dire qu'il est réchauffé par euh, l'amour cardiaque, l'empathie cardiaque, la compassion cardiaque. Et à ce moment-là, ça passe par les cordes vocales, ça passe par la langue et ça s'exprime dans le monde extérieur. C'est pour ça, du reste, que la langue, on peut le regarder en langue des oiseaux, c'est-à-dire c'est lu ange, si on intervertit les lettres. Donc, c'est lire les anges. C'est lire le son des anges. Et en général, le U, dans toutes les autres langues, sauf le français, se prononce OU. Donc, on a la louange. Donc, c'est pour ça que la parole ne devrait pas être de vipère, qui perd la vie. Hein. La vipère, la parole critique, c'est celle qui va tuer la vie. Mais au contraire, être une parole de louange qui honore la fonction symbolique de la langue, qui est de mettre en forme la symphonie du ciel, la beauté qui sort du palais du reste, hein, la beauté de la nature et de la vérité entre guillemets. Et pour faire ça, on a une très belle image dans le corps qui est l'os lingual. L'os lingual qui tient la langue en fait au fond du palais et il a une forme de U. C'est le seul os du corps j'ai oublié son nom, mais qui se réfère directement à une lettre de l'alphabet. Donc, pour parler dans la louange, il faut se mettre dans la posture intérieure du U. Et le U, c'est quoi? On voit bien cette lettre U, hein, qui est l'ouverture au ciel, l'ouverture à l'illimité, et accepter d'être en déséquilibre. Le U, c'est une lettre en déséquilibre, puisque si on la fait tourner d'un côté ou de l'autre, il tombe. Et en plus, c'est un os sésamoïde, donc il n'est connecté à aucun autre os. Donc, s'ouvrir, parler, c'est se mettre dans la posture du U, c'est-à-dire recevoir l'inconnu qui va vous féconder, puisqu'après le U, il y a le V étant le symbole de la fécondation, hein, c'est la forme de la symphyse pubienne, par exemple. Et donc s'ouvrir dans cet espace inconnu pour mettre en mouvement la langue et qui va à ce moment-là exprimer la louange. Et non pas s'ouvrir sur le passé qui est souvent l'espace de la comparaison, donc de la critique.
Ok, merci beaucoup, hein, incroyable, hein, c'est fantastique, hein. C'est comme quoi, chers auditeurs, de toute façon, c'est ce que je dis à chaque fois, si vous me connaissez un petit peu, tout est symbolique, hein. On est dans un monde symbolique, le symbolique est dans le tout et le tout est dans le symbolisme. Enfin bon, je dis ça comme Ah, ça, hein. c'est-à-dire, oui, alors moi, j'aime pas beaucoup qu'on dit tout est ceci, tout est cela, Ah, excuse-moi, d'accord, oui, 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 c'est bien, c'est bien, c'est parce que bien. c'est des généralités Reprends-moi. qui Oui, donnent l'impression d'avoir réponse à tout oui, et bien qu'en sûr, oui, réalité, oui. le diable se cache dans le détail, comme on le sait. Oui, oui. Mais simplement, le symbolisme, c'est le langage de la nature et de l'inconscient. On a deux langages. On a le langage rationnel des mathématiques et on a le langage symbolique de l'univers. Mais les mathématiques, c'est aussi un langage de l'univers, hein, puisqu'on sait comment les planètes qui tournent autour du Soleil suivent les lois mathématiques. Simplement, ce que je voudrais dire ici, c'est que le langage symbolique est au monde du sens ce que le langage mathématique est au monde de l'objet, c'est-à-dire une grille de décodage, une grille d'expression. Donc, le monde objectif suit de manière absolument remarquable les lois de la mathématique, les lois des mathématiques, mécanique quantique, même si personne ne sait ce qui se passe, ça suit les équations et on peut l'observer tous les jours. Et par contre, le monde de l'âme, qui est porteur du sens que nous vivons dans nos existences, est codé et exprimé par le langage des symboles. Et donc, c'est pourquoi, en fait, tout ce qui n'a pas le langage articulé exprime naturellement ce monde du symbole. Une plante, une fleur, un événement, tout ce qui ne crie pas en réalité utilise ce langage symbolique, c'est-à-dire nous parle par la voix des symboles. Et c'est vrai que c'est une découverte fantastique, on y reviendra en fin d'émission, mais c'est vrai que c'est fantastique de pouvoir justement décoder cela, alors encore une fois, comme tu viens de le dire, tout en ne mentalisant pas trop non plus, en laissant faire les choses, sinon on perd effectivement cette magie quelque part, hein, Oui, euh, alors c'est une posture intérieure assez sur le U, justement, hein. C'est-à-dire à la fois dans une conscience précise, pour pas tomber dans la nébulosité qui dit effectivement tout est symbole, mais une conscience ouverte qui permet aussi de recevoir la présence du souffle. Donc, et ça, c'est la magie du V, justement, la lettre V, hein, on sait que les oiseaux volent en V. Euh, les canards sauvages volent en V. Et donc, c'est bien la langue des oiseaux, le V. c'est vrai. Et la langue des oiseaux, c'est la posture du V, c'est-à-dire être aussi précis que possible, être aussi précis que possible dans la fine pointe où se rejoignent les deux diagonales du V, et être aussi ouvert que possible dans leur ligne qui monte vers l'infini. Donc c'est ça, en fait, la posture intérieure qui permet de matérialiser ou de donner du sens ou de permettre la révélation du sens qui est contenu dans le monde intérieur et extérieur. Alors justement, pour peut-être parler un petit peu, disons, pratique, quelques exemples, c'est vrai qu'il y a deux mots qui, moi, me touchent souvent, et même quatre, puisque en fait, bah, quand les auditeurs écoutent une émission, je dis toujours, il faut... Enfin, je dis toujours, j'essaye de faire comprendre, et ça, encore une fois, à chacun à l'appréhender de la manière qu'il veut, hein, bien sûr, il n'y a pas de, il y a pas de dogme, surtout pas. C'est le fait que ben, lorsqu'on écoute des enseignements comme celui-ci, par exemple, les gens entendent, mais n'écoutent pas. Les gens voient, mais regardent, pardon, et ne voient pas. Et c'est vrai que je venais de me faire cette réflexion hors antenne, juste avant qu'on ne commence cette interview, enfin cette entrevue, disons. C'est vrai que, entrevue en plus, euh, regarder, voir, et finalement voir, c'est déjà être sur la voie, et regarder quelque part, on garde quelque chose, ou c'est vraiment plus complexe que ça. Alors peut-être que c'est... Ah, là, je suis improvisé un peu, mais regarder, c'est garder à nouveau. Donc, regarder, on veut simplement mettre des choses dans son réfrigérateur ou dans son armoire et le conserver pour l'hiver. Donc voilà, c'est accumulé en fait. Regarder, c'est la société de consommation. Et voir, bah, c'est V justement. Ouïr, ouïr. Donc, dans le voir, on a deux souffles. On a le O et le I. Donc, voir, c'est se mettre dans la matrice du V,
dans ce que j'évoquais tout à l'heure, mais pour comprendre la matrice du V, il faut la comprendre en bas et en haut. C'est-à-dire, il faut la comprendre la symphyse pubienne, qui est en forme de V, évidemment, donc la production de la matière, la production de chair, et se rappeler que Ève, c'est un V si on enlève les voyelles. Donc, c'est la mère des mères. Donc, c'est la fécondation par l'esprit ou la fécondation pour produire des formes, en haut et en bas. Je, je- je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Je reste sur le voir. Donc, cette posture du V, hein, entre l'illimité et l'hyper concentré, entre l'infini et le point, pour s'ouvrir à la totalité, le haut, contacter la transcendance et le mettre en mouvement, IR. Donc, on voit bien que voir nous amène assez rapidement dans euh, dans une incorporation de la transcendance et de sa mise en mouvement, alors que regarder, c'est simplement remplir son congélateur. C'est un petit peu, comme je dis toujours, un peu être passif quelque part quand on regarde, hein, et quand on entend, c'est exactement la même chose. On n'écoute pas, on n'assimile pas en tout cas. Enfin bref, c'est pas un jugement, hein, quoi du tout, mais c'est vraiment pour jouer justement là-dessus. Et est-ce que tu crois que bon là, peut-être que je m'écarte un petit peu, hein, tu me rediriges. Est-ce que tu penses que les mots peuvent devenir quelque part un poison ou au contraire un remède? Est-ce que tu crois que justement ce langage des oiseaux peut y pallier, notamment ou. Oui, bien sûr. Le le mot contient à la fois une conscience et une énergie. C'est-à-dire, l'intonation avec laquelle on exprime des choses, c'est l'énergie, et la conscience, c'est le sens qui est porté par le mot. Donc, donc, bien sûr, dès qu'on touche à la conscience-énergie, on touche à la réalité ultime de tout être humain. Nous sommes, chacun d'entre nous est un tourbillon de conscience-énergie manifesté par un corps, manifesté par des attitudes, manifesté par une histoire, etc. Donc, donc le mot qui est prononcé va avoir un impact direct sur cette conscience-énergie. Donc, il peut guérir comme il peut tuer. Tout dépend d'où il vient et tout dépend comment il est prononcé. C'est pour ça que je pose la question, parce que c'est vrai que c'est important, enfin pour ma part, c'est vrai que c'est vibratoire de toute façon, on le sait, enfin, et je pense que justement, par cet enseignement, je pense on peut remettre en place un peu justement cette belle énergie aussi que sont les langues et non pas justement comme on le disait là tout de suite, pas que mécanique. Et vraiment, je pense qu'il faudrait tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant parfois de dire certaines choses, voire certaines questions, n'est-ce pas? Non, mais voilà, toujours est-il que... alors, comment est-ce que... bon, là, je reviens en arrière, j'aurais dû la poser la question au début, mais comment est-ce qu'un biochimiste vient à s'intéresser au symbolisme rapidement en quelques mots? Parce que c'est intéressant. Oui. C'est une question qu'on me pose souvent, mais je crois que je suis né avec les deux en même temps. C'est-à-dire, quand je me suis intéressé à l'astrologie d'abord, donc j'avais 14 ans et j'ai eu cette espèce de mots astrologiques qui étaient lumineux devant mes yeux. Donc j'ai compris plus tard que c'était ce que Jung appelait une expérience du lumineux, en fait, c'est-à-dire une expression du subconscient pour aller dans telle ou telle direction. Donc je me suis mis à l'astrologie et parallèlement j'ai fait des études scientifiques. Donc après, quand j'étais à l'université, je suivais des séminaires d'astrologie avec notamment Alexander Ruperti et je continuais ma thèse. Donc en fait, j'ai mené un peu les deux en parallèle. Et après, j'ai été amené à faire un choix quand je suis rentré des États-Unis entre voilà, c'est là où j'ai écrit notamment L'homme réunifié dont tu parlais tout à l'heure. Oui, oui, oui. De toute façon, Mais la difficulté, c'est que c'est deux langages complètement différents, c'est-à-dire le langage scientifique et le langage symbolique. Et donc, en rentrant des États-Unis, j'ai eu beaucoup de mal à me remettre au symbolisme parce que mon cerveau était un peu formaté autrement. Donc, du coup, je comprends bien les personnes qui sont dans la rationalité et qui n'arrivent pas à rentrer dans ces langages symboliques et disent tout ça, c'est de l'illusion, c'est du charabia, c'est de je ne sais pas quoi. En fait, c'est simplement que ils n'ont pas cette sensibilité-là. Et pourquoi ils l'ont pas? Parce qu'une certaine manière, la connaissance intellectuelle, le mental, crée une espèce de coque autour de soi
qui coupe de la sensibilité, de la connaissance au sens littéral du terme. C'est connaissance, c'est naître avec. C'est pas seulement savoir. Donc, qui coupe de cette connaissance, de cette perception directe des langages du vivant qui passent, entre autres, à travers le symbolisme. Mmh, mmh, mmh. Alors, justement, dans une conférence, tu parlais aussi du fameux, enfin du mot fort. J'ai beaucoup aimé. Est-ce que tu peux peut-être, alors je sais que tu n'as pas de tableau, mais limite je renverrai vers la Oui, conférence alors, sur ta chaîne, euh, le fameux fort qui est quand même Le rempli mot de... fort, c'était une conférence sur les travaux d'Hercule, parce que en fait, le premier nom d'Hercule, avant qu'il ne soit nommé Hercule, c'est-à-dire avant qu'il ne fasse ses 12 travaux, s'appelait Alcée. Or, Alcée se traduit par fort en français. Et il y a cette petite merveille qui est que le mot fort réunit en fait les quatre éléments. On a le feu, abeuse de feu, dans notre langue de l'enfance, donc le F du feu, l'eau évidemment de l'eau, de l'air qui est l'élément air, et le T de la terre. Donc la force, être fort, c'est rassembler en soi les quatre éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre. C'est-à-dire en termes jungiens, l'intuition du feu, les sentiments de l'eau, la pensée, l'air, et la terre, les sensations. Donc quelqu'un qui équilibre en réalité en lui-même ces quatre grandes fonctions euh, est disponible pour trouver la quintessence de lui-même, c'est-à-dire sa cinquième essence. Alors après, si on écrit F-O-R-T en vertical, euh, le héros, c'est quelqu'un qui part de la terre, c'est-à-dire qui est né d'une femme, Alcmène. Alcmène veut dire, Hercule et l'aîné, Alcmène veut dire aussi forte que la lune, donc on est bien dans le champ de la matière. Et il part de la terre, il commence à développer une pensée autonome, l'air, il s'ouvre à la dimension imaginale sensible de la connaissance, l'eau, et il découvre son feu. Il vole le feu au Dieu, c'est-à-dire il découvre son Graal, il contacte l'intuition. Et après, il va revenir vers le monde des hommes. Donc, il part de ce qu'il a découvert, le feu, il ramène de l'or au air à la terre. Donc, vous avez terre, air, eau, feu en montant et feu hors terre en redescendant. Donc, c'est un mot exceptionnel hein, puisqu'il dit exactement le parcours et la nature du héros, qui est C'est, fort. oui, et c'est vraiment pour ça que je voulais souligner cet exemple, cette démonstration, on va dire ça comme ça, parce qu'effectivement, c'est de là aussi que je voulais en venir, c'est que les éléments, finalement, se retrouvent aussi dans les mots, justement, et dans la langue des Oui, bien oiseaux. sûr. Alors, est-ce que, toujours en... Est-ce que tu aurais peut-être un exemple éventuellement pour un prénom, puisque tu parles de prénom, est-ce que tu as un prénom que tu voudrais éventuellement un petit peu décrypter Tu m'autorises à prendre Ah Alexis? bien sûr, comment? J'osais pas le dire, mais bon. Bah, Alexis, alors AL, Exi, Axis, donc A est privatif, comme dans athée ou agnostique. Athéos privé de Dieu, agnos privé de gnose. Donc le sens du A, de la lettre A est double, mais chaque lettre en fait représente un archétype, c'est-à-dire une chose et son contraire. Mais donc le A, dans un premier temps, va être privatif parce que c'est le retrait, hein, c'est la première lettre de l'alphabet avant la manifestation. Donc A, L, c'est les ailes ou le féminin, et Xi, axis, c'est son axe. Donc là encore, on peut toujours lire les choses de deux manières contraires et complémentaires, c'est-à-dire, je suis privé de mon aile, de ma capacité, ou de mon féminin, ou de ma capacité d'élévation, et donc je perds mon axe, donc je me disperse. Mais dans l'autre sens, c'est A, L, Exis, je, j'exprime, je me mets dans la position de l'aile, c'est-à-dire de l'élévation, et je suis dans mon axe. Donc, en fait, ce que j'ai envie de dire avec son prénom, c'est retrouver sa grandeur pour être dans son axe. Si on n'est pas dans la conscience de ce qui est plus grand que soi en soi, on perd son axe.
Ça me parle beaucoup, oui, oui. Ça a donné Alexandre, Oui, Alexandre le Grand, hein, oui, oui, oui. par exemple. Et le grand, comme par hasard, en plus. Bah oui, parce qu'en fait, Pour, Alexandre, c'est un personnage assez exceptionnel. En 33 ans, il avait conquis le monde. voilà, et ça rejoint encore une fois, ça rejoint bah, justement ce que tu viens de dire avec le prénom Alexis, c'est retrouver son Mm. axe, retrouver sa grandeur. Donc Alexandre, il l'a plus que trouvé. Mais c'est vrai que ça me parle beaucoup. Voilà, je pense que les auditeurs me connaissent un petit peu. En plus, je suis poisson ascendant scorpion, donc c'est pas pour Mm. en rajouter une petite couche en Mm. plus avec le côté dispersé. C'est vrai que c'est voilà, comme toutes mes questions sont pas toujours très, c'est vrai, très alignées. Mais voilà, on essaye. Non, mais c'est parce que en même temps, il faut quand même que les auditeurs comprennent que j'ai plein de questions en fait à te poser, mais là, ce serait un peu trop long aussi. Et puis, c'est pas le but. Le but, c'est aussi d'aller lire tes bouquins, justement, de pouvoir les digérer, les assimiler bah, et les appréhender. Bah, encore une fois, comme je le dis, chacun sa conviction. C'est ça que j'aime bien avec toi, c'est que j'ai justement lu sur la description, justement, du petit dictionnaire, justement, en langue des oiseaux, c'est que finalement, tu donnes cet enseignement, tu laisses les gens digérer à leur façon. Puis de toute façon, ça sert à rien. Encore une fois, on n'impose jamais rien, en tout cas même pas sur les sentiers du réel, jamais, hein, avec aucun intervenant. Mais ce que j'aime bien justement, c'est voilà, c'est finalement donner des clés pour que ces personnes finalement puissent par elles-mêmes comprendre, eh bien, soit leur prénom, soit des mots, soit même au-delà, même carrément, pourquoi pas, leur individualité quelque part. Oui, parce qu'en fait, le symbolisme est polysémique, c'est-à-dire un même objet, un même nom, une même lettre a toujours plusieurs sens. Donc, au fond, dès qu'on a une règle ou dès qu'on définit quelque chose, eh ben, définir, c'est finir. C'est-à-dire, c'est le dé, je reste dans la langue des oiseaux parce que c'est le sujet, mais le dé, c'est la lettre matrice, puisque c'est la femme enceinte en réalité, qui va donner naissance au E. Alors le E, c'est la personnalité qui s'affirme, puisqu'on voit bien que le E, c'est une ligne verticale, le E majuscule, hein, ligne verticale avec trois branches. Donc c'est la colonne vertébrale, c'est la conscience de sa verticalité qui va relier le plan physique, émotionnel et mental. Donc c'est la cinquième lettre, hein, c'est le lion, en cinquième signe en astrologie. Donc le E va être... Donc définir, c'est quelque chose qui sort d'une matrice, qui s'affirme et qui va finir. Donc définir, c'est bien dans le monde de la matière, mais dans le monde du sens qui est polysémique, c'est-à-dire qui est ouvert en permanence à tous les possibles, définir, c'est mourir. Donc, au lieu de nourrir, en réalité, pour nourrir, il faut rester la bouche ouverte, c'est-à-dire euh, les lèvres, si on regarde les lèvres dans la langue des oiseaux, c'est L, R, Ève, si on intervertit les lettres. Donc c'est L, R, Ève. L, le féminin, R de l'errance et Ève de la mère des mères. Donc les lèvres, c'est l'entrée du palais. Et pour rentrer dans le palais, il s'agit de comprendre le message des lèvres, c'est-à-dire de s'ouvrir à la mouvance du féminin, cette fameuse matrice, hein, le V dont on parlait tout à l'heure, qui est dans Ève. Et à ce moment-là, on va rentrer dans du masculin, puisqu'on va rentrer dans la langue, qui est, si on regarde cette symbolique, qui est l'analogon du pénis, alors que les lèvres sont l'analogon des petites lèvres qui sont en bas. Mais par l'esprit, puisque c'est en haut, et non pas dans la forme, puisque qui est en bas. D'accord, magnifique, merci beaucoup Luc, encore une fois pour cette précision, et mon Dieu, cette démonstration ô combien... bah, en fait, c'est un poème quelque part, hein. La langue des oiseaux, c'est un poème Voilà, constant. absolument. Absolument, c'est le langage poétique. Alors, la langue s'explore, mais surtout, quand on parle de langue des oiseaux, effectivement, c'est plus la posture poétique. Pourquoi la posture poétique? Parce qu'en fond, dans le poème, c'est une manière d'exprimer un maximum de sens avec un minimum de forme.
qui s'oppose bien sûr au langage technique, où on explique un maximum de formes, puisque c'est le sujet du langage technique qui est de dire comment fonctionne la forme, mais du coup avec un minimum de sens, et on sait comment ça marche, mais on ne sait plus ce que ça veut dire dans le langage technique. Alors que dans le langage poétique, on est surpris par le jeu des sonorités et la conjonction des sens, la conjonction des formes sonores qui va faire émerger du sens. Et d'ailleurs, là tout de suite, tu évoquais bah, rapidement, c'est vrai que finalement, notre alphabet, on pourrait presque dire que ce sont des idéogrammes en fait. On n'a Alors, rien à envier au caractère chinois. oui, absolument. quel- Effectivement, c'est pas conçu comme des idéogrammes, Non, bien mais sûr. l'inconscient qui ne connaît que l'image et la sonorité pour s'exprimer va en faire des idéogrammes. Et donc, effectivement, les lettres ont évolué en fonction des besoins de l'inconscient de la culture qui est porteuse de cette langue particulière. C'est-à-dire ici la sphère latine pour Oui, nous. oui, 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 voilà, bien sûr, bien sûr. En tout cas, magnifique. Vraiment, vraiment. Ben, on arrive tout doucement à la fin de cette émission. On pourrait encore tenir Luc pendant des heures, mais on va pas faire ça. On va pas le retenir. On va justement le libérer. En tout cas, j'espère que je dis pas des mots qui pourraient offenser ou en tout cas qui auraient un double sens peut-être erroné. Mais en tout cas, voilà. Alors, on va reparler un petit peu de ton actualité, si tu veux bien. En tout cas. Donc tu as donné effectivement plusieurs conférences, c'est ce qu'on avait dit. Tu as aussi fondé, je ne sais pas si je l'ai dit en introduction, je ne pense pas, l'Université du symbolisme. Est-ce que tu peux peut-être nous en jeter quelques mots, et pas quelques mots sur cette Université du symbolisme? Moi, ça m'intéresse Ouais. beaucoup. Alors, l'Université du symbole a été fondée en 2000. Elle est en sommeil actuellement. Elle a fonctionné une quinzaine d'années. Toutes les formations que j'ai données à l'Université du symbole sont maintenant sur un site internet qui s'appelle réenchanterlemonde.com. Bon, c'est sur abonnement, mais c'est sous forme de formation sur l'astrologie, la mythologie grecque, la nature de la conscience et un certain nombre d'interviews que j'ai fait ici ou là, notamment sur le chamanisme, etc. Donc tout est retranscrit sur réenchanterlemonde.com. Et maintenant, je travaille surtout sur l'astrologie mondiale, c'est-à-dire comment le monde du sens interagit avec les peuples pour produire l'histoire. Donc le dernier ouvrage que j'ai publié s'intitule Archétype et Histoire, sur les grands cycles de civilisation. Et là, il y en a un qui va sortir bientôt, je pense en mars ou avril, sur l'histoire de l'Empire romain et les cycles Uranus-Neptune. Ah bah, c'est très intéressant. En tout cas, si tu veux, bah, tu es le bienvenu pour en venir en reparler de cette sortie de ce livre, eh bien, dans la période du mois de mars, en tout cas quand il sera disponible. Tu es le bienvenu, en tout cas, Luc, vraiment, avec grand, grand, grand plaisir. Et je voulais aussi remercier, vite fait, une petite parenthèse à Guillaume Crémel, par qui je t'ai justement découvert, que j'avais interviewé aussi il y a quelques années de ça. Voilà, on lui fait un petit coucou. Donc, grâce à lui et à Guillaume, ben, je t'ai connu, voilà. Alors c'est vrai que tu as donné des interviews, ou en tout cas des conférences un peu partout, mais voilà, c'est avec Guillaume que je t'ai découvert, donc comme quoi il n'y a pas de hasard. Alors, juste pour l'actualité Oui, plus proche, le 7 décembre, je fais une conférence sur l'astrologie mondiale sur un site qui s'appelle Vertical Project. Et le 10 décembre, il y aura toute une journée consacrée à conscience et citoyenneté à l'Agora à Paris, où là, qui est l'exploration des nouveaux mondes qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui pour des transformations sociales et post-catastrophe, si je puis dire comme ça. Donc, on m'a demandé de parrainer cette journée-là avec une personne qui s'appelle Audrey Chapeau, qui est ethnologue. eh bien, magnifique. Je mettrai tous les liens, si tu veux bien, dans la description, hein, comme ça les gens iront voir, enfin, en tout cas ceux qui sont dans la région de Paris et aux alentours, C'est par Zoom aussi, hein, donc par c'est Zoom. possible de s'inscrire et de Ah, suivre par Zoom la journée. magnifique, ok, super. Bah écoute, franchement, merci beaucoup pour toutes ces informations. De toute façon, je mettrai le lien du site de Luc, de toute façon, comme vous le savez, en description. Vous irez voir aussi également eh bien, les articles. Vous allez aussi voir que
que les formations, bah, c'est vraiment voilà, accessible à tous. Et franchement, voilà. Et il y a plusieurs publications vraiment intéressantes. Et comme je te le disais, vraiment, Luc, tu es le bienvenu pour venir parler de ce sujet bah, très prochainement, début 2023, si tout va bien d'ici là. C'est le cas de le dire. Et voilà, d'ailleurs c'est même marrant que tu évoquais justement les galeries Agora qu'on a aussi d'ailleurs à Bruxelles. Il faut pas être agoraphobe, hein. Pour aller dans une galerie, c'est quand même pas mal d'avoir nommé ça Agora, mais enfin bref. L'Agora, c'est en Grèce, hein, c'est la place Oui, publique où on c'est la discute, où passe. on Ouais, échange, voilà, hein. voilà, c'est ça. Agoraphobie, naturellement, L'agoraphobie, c'est c'est la l'inverse. Oui, oui, phobie. voilà, c'est ne pas justement vouloir se réunir, voilà, entre autres. Mais écoute, grand merci Luc, vraiment. Bien sûr, mon cerveau, en tout cas mon esprit bouillonne de questions et de savoir et de connaissances. Encore une fois, c'est vraiment une petite mise en bouche. Je pense de toute façon, je pense que c'est. Alors, je sais pas si j'aime peut-être le mot science, c'est peut-être un peu exagéré, quoique. Mais en tout cas, c'est infini. Finalement, c'est Alors, infini, oui, quelque c'est pas part. une science, mais il faut tout Voilà. de suite dire après que la science n'a pas le monopole de la connaissance, Non. et donc c'est une autre voie de connaissance, en fait. Exactement. Bien entendu. On est bien d'accord. En tout cas, grand merci Luc, vraiment pour cette intervention, ô combien claire, et j'espère que ça donnera envie aux gens de s'intéresser au symbolisme des mots, surtout à la langue des oiseaux, pourquoi pas, et via son site, je le répète, donc, je dois mettre mes lunettes, pardon, pour mieux voir, réenchanterlemonde.com. Vous irez voir, je mettrai de toute façon ça en description. Et puis voilà, découvrir le monde de Luc aussi, avec ses ouvrages, avec ses publications. Et voilà, en tout cas, grand merci Luc, vraiment. Et de toute façon, bah, si tu veux, si tu le désires, on se revoit l'année prochaine. Donc à la sortie de ton livre, ce sera un tout autre sujet. Et ce que j'aime bien, voilà, justement, c'est ton éclectisme, c'est justement tous les sentiers. C'est un petit peu ça que veut dire aussi la chaîne, c'est aller sur tous les sentiers pour trouver une voie. Et voilà. Merci, Alexis. C'est sur tous les sentiers sous l'ombrelle du symbolisme. Ah, ça c'est joli ça. D'accord, merci beaucoup. Merci pour cette petite phrase de fin poétique. Grand merci. La vie doit être un poème, sachez-le, chers auditeurs, vraiment. Nous on se retrouve de toute façon, en principe, vendredi prochain, dimanche prochain. Oui, annonce, ce n'est plus le vendredi que ça sort, c'est le dimanche. C'est le jour du soleil, voilà. C'est mieux parce que le vendredi, vous sortez tous là et ça ne va pas pour, pour les référencements YouTube. Donc vous irez voir chaque émission maintenant dorénavant le dimanche. Donc on se retrouvera effectivement dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne semaine. Je vous fais des gros bisous. Likez, commentez, partagez surtout hein, ces vidéos, ces intervenants qui viennent chaque semaine s'exprimer sur les sentiers du réel. Vous le savez, donc à très bientôt. Ciao, salut, au revoir.